Bonjour mes amis, bonjour. Je suis en train de sucer de la vitamine C. Ouais, tout à l'heure je reviendrai faire la voyance de la semaine. Je vais vous montrer l'heure. Voilà. Pourquoi je viens? Parce que dans la nuit, bien sûr, c'est Wendy de nuit. Parce que j'ai des choses à vous dire, je nettoie mes lunettes en même temps. C'est n'importe quoi sur cette chaîne. Donc, pourquoi les gens deviennent fous sur YouTube avec les tirages de cartes et toi t'as raison, toi t'as tort. Mais de quoi de quel? Toi t'as raison, toi t'as tort. Bon, d'accord. On s'en fout, hein, complètement. Il faut qu'on voit ensemble ce que c'est qu'un tirage de cartes. Qu'est-ce qu'on en a fait plus tard? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a un consensus sur ceci veut dire ça, ceci veut dire ça? Non, il n'y a pas de consensus. Le gars, l'équipe, hein, parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, il y avait des chrétiens, des kabbalistes, il y en avait au Maroc, il y en avait en Syrie, et il y en avait en Europe de l'Est. D'ailleurs, il y a plusieurs kabbales, hein, un kabbale de Jérusalem et l'autre. Donc, et ensuite, il y a eu la kabbale chrétienne, ce qu'on appelait la kabbale chrétienne. Donc, vous voyez, le gars, l'équipe de kabbalistes et autres, et qui étaient des philosophes en même temps à cette époque-là, quand finalement ces lames majeures du tarot sont sorties, il n'y a pas eu le mode d'emploi. Hein. Ils n'ont pas dit, voilà, ça représente ça, et puis si c'est à côté de telle autre carte, ça veut dire ça, ça et ça. Non, non, ils n'ont rien dit du tout, hein, t'as pas le mode d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Que tous les modes d'emploi qui sont venus par la suite, et notamment avec l'invention de ce fameux Rider-Waite, là, que, bof, c'était pour faire vendre. C'est très nouveau, hein, ça date des années 90 en Occident, et puis maintenant, bah, ça atteint des sommets. Hein, il n'y a qu'à parcourir Amazon, tarot et oracle, t'as tout à n'importe quel prix. Enfin bon, enfin non, Amazon, c'est pas cher. On se demande bien comment on est passé de 0 carte, puisque moi, quand j'étais petite, on n'avait qu'un jeu de 32, vous savez, les jeux de belote, bon. On avait aussi les jeux de tarot pour jouer au tarot. Mais il n'y avait pas les fameuses lames majeures, et ensuite les deniers, tout ça. Bon, il n'y avait pas, hein. Non, non, les épées, machin, ça n'existait pas. Mais il y a des gens d'ailleurs hein, qui tirent les cartes avec le jeu de tarot, taper le carton, quoi. Hein. Voilà, pas les tarots avec les trucs kabbalistes, hein, le tarot de jeu de tarot. Hein. On peut, hein. Ah bah oui, facilement. En fait, on peut tirer les cartes avec tout et n'importe quoi. Avec des bouts de papier où il y a marqué le numéro des cartes, par exemple. Il y en a qui tirent l'avenir avec des micados, il y en a d'autres avec des os de poulet, avec des osselets, avec bon. Alors comment ça se fait que tout à coup, à la fin du XXe siècle, tout le monde ait été encouragé à tirer les cartes? Ouais, il y a de multiples explications. Le désert, l'abandon du christianisme, Vatican II, énormément d'explications sociologiques, l'émergence du développement personnel. Non, mais attends,
déjà développement et personnel derrière, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Alors maintenant, on s'écharpe parce que ça veut dire ça, mais d'où ça sort que ça veut dire ça, et voilà. Mais d'où ça sort? Alors, je vous ai déjà parlé de la projection du stade du miroir de Lacan, de Jodorowsky. Je veux dire, une carte, c'est un bout de carton avec un dessin dessus. Alors, soit le dessin, il t'agrée, soit il t'agrée pas. Tu prends un autre Rider-Waite. Si tu veux prendre le tarot de Marseille, bah écoute, c'est ton choix. Ça reste quand même un bout de carton avec un dessin dessus. Hein, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça te plaît pas, mais c'est quand même comme ça. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Non. Donc en fait, je reviens à ce que je vous ai dit. La seule chose à faire, c'est se projeter dans ces cartes. Alors, nul sur YouTube n'est un grand kabbaliste. Hein. Alors les kabbalistes en général, notamment dans la sphère anglo-saxonne, beaucoup plus dans la sphère anglo-saxonne, peut-être parce que il y a eu une très forte immigration de juifs racidiques avant et après la guerre de 40. Donc ils tirent les cartes, ils tiraient les cartes parce qu'ils le font de moins en moins, une fois par an, pour prévoir l'année qui va venir. C'est un immense jeu, hein. Ça remplit une table, ils tirent les cartes, et pendant des jours et des jours, ils analysent leur tirage. C'est pas je te balance 3 cartes comme je fais moi, hein. Je te balance 3 cartes et puis je te dis un truc, bon, qui en règle générale a très peu de chances d'arriver. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est à la base? Des bouts de carton, d'accord, avec des images dessus, et on te demande de te projeter, comme avec Lacan dans le stade du miroir, on te demande de te projeter sur l'image qu'il y a sur ce bout de carton, et il n'y a qu'à écouter Jodorowsky, il prend les cartes les unes après les autres, il les détaille en couleur, il détaille exactement le dessin, qu'est-ce qu'il y a sur la table du battleur, dans quel sens sont les pieds, quelles couleurs sont utilisées, il y a très peu de couleurs, pardon, dans le tarot, dans les cartes majeures, les lames majeures du tarot de Marseille, et de toute façon, on n'a pas le mode d'emploi, donc ça c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on en a déjà parlé, hein, alors je sais pas si c'était sur mon ancienne chaîne ou pas, toutes les correspondances qu'il peut y avoir avec les séphirotes, y compris d'ailleurs dans le tarot de Marseille, les astres. Eh oui. L'astrologie. Ah, je suis nul en astrologie. Hein. La numérologie. Voilà. Et je vous le répète, chaque numéro de carte correspond à une lettre en hébreu et à un calcul numérologique en hébreu. Attention, en hébreu, on passe aux dizaines. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est très complexe en fait. Si on veut vraiment rentrer dans toutes les significations d'une seule lame de tarot. Je répète quand même, parce que c'était sur mon ancienne chaîne, qu'un kabbaliste, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, le Talmud, et comment s'appelle l'autre livre? Bref, ça va me revenir tout à l'heure. Avant, donc, pour devenir kabbaliste, il faut avoir 40 ans ou plus et avoir étudié dans une yeshiva toute sa vie, c'est-à-dire de 0 à 40 ans, la Torah, le Talmud et le Zohar. Voilà, le Zohar. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu peux éventuellement étudier. Donc, tu as déjà 40 ans, 20 ans ou 30 ans de plus pour devenir kabbaliste. Il y a très peu de kabbalistes à l'heure actuelle. Il y en a toujours eu très peu. Bah, vous comprenez pourquoi. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, on te demande de te projeter sur des cartes, ce qui était complètement interdit. Pourquoi? Parce que ça rend dingue.
Et ça se voit que ça rend dingue. Hein. Tout ce qui se passe sur YouTube, c'est les cartes. Hein. Ah ouais. Parce que j'y ai réfléchi quand même. Il y a un truc pas normal. Et plus vous allez manipuler ces putains de cartes, plus les esprits les plus fragiles vont devenir cinglés. Hein. Ah oui. C'est pas vous qui regardez la vidéo hein, qui devenez cinglé. Parce que quand même, ça reste un divertissement. On passe un moment ensemble, il y a un partage. Vous risquez rien. Mais les personnes qui tirent les cartes, si elles ont pas les pieds sur terre, elles risquent de devenir complètement marteau. Et c'est exactement ce qui se passe. Exactement. Et donc, c'était interdit. Pour ça. Alors, bon, je pense que la CIA, etc., vous voyez, nos maîtres en développement personnel, parce qu'en développement personnel, je peux vous dire que on est dans des nudges, on est dans de la psychologie sociale, on perd les êtres humains sur des chemins interdits. À qui profite le crime hein? À qui profite le crime? C'est ni à vous, ni à moi, hein? Ni aux autres d'ailleurs, à quiconque. D'abord, l'avenir appartient à Dieu. Hein? Le temps, c'est Dieu. Dieu, c'est le temps. On a l'espace du tirage, mais on nous demande de nous projeter, de décrypter, en fait, de décrypter, mais ce qui va se passer plus tard. Forcément, vous voyez bien qu'il y a un hiatus, ok? Alors, les êtres humains ont mis en œuvre plein d'outils, et notamment dans les années 50, aux États-Unis, les universités travaillaient, ils ont fait des expériences absolument lamentables, dangereuses. Alors, je vais vous parler d'une expérience dont on parle jamais, une expérience en psychologie, puis un jour je vous reparlerai du cas de Jenny, que j'ai étudié pendant mes études de près. Mais là, je vous parle d'une autre étude. C'est pour vous dire jusqu'où ils peuvent aller quand même. Hein. Il y avait à New York un orphelinat. Et ben, il y a une université, et d'ailleurs, cette étude est interdite, elle est archivée. Je crois que c'est à Yale ou un truc comme ça, Yale, ouais, je crois, de mémoire. Pendant 75 ans, c'est-à-dire ni vous ni moi, nous n'y aurons accès. Et ensuite, elle sera oubliée, personne n'ira mettre son nez dedans. Donc, cette université a dépêché des psychologues. On est dans les années quand même 70-80, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Et ils prenaient des jumeaux orphelins. Des jumeaux orphelins. Et ils les séparaient. Et ils en mettaient un dans une famille pauvre et illettrée, et l'autre dans une famille riche, en payant les familles. Hein. J'insiste. C'est-à-dire tout le monde était mouillé hein, dans l'histoire. Et ensuite, ils étudiaient ce que ça donnait au niveau du caractère, etc. Tout ça pour savoir si c'est les gènes qui déterminent ta vie ou si c'est l'acquis, c'est-à-dire ton éducation. Je n'ai pas, et d'ailleurs personne, sauf ceux qui ont fait l'étude, hein, je n'ai pas les conclusions de l'étude. Parce que ça, c'est secret défense. Hein. Est-ce que ce sont tes gènes qui déterminent ta vie ou tes apprentissages? C'est hyper important. C'est c'est vraiment le nœud de la question, le nœud du problème. Hein. Bien, on n'a pas. On n'a pas, c'est pas la peine de chercher, on n'aura pas. C'est bouclé. Interdit. Donc vous voyez qu'ils sont capables de tout. Donc moi je me pose la question, on sait maintenant, et puis ça c'est des études universitaires, que c'est la CIA qui a déconstruit l'art figuratif. Moi je pose la question, est-ce que c'est la CIA qui a fait en sorte que on aille acheter des cartes et qu'on tire les cartes sur YouTube? Moi je pose la question.
c'est un outil qui peut être extrêmement dangereux. Et pour vous le prouver, puisqu'on sait que c'est un bout de carton avec une image dessus et qu'on nous demande de nous projeter sur cette image et d'en sortir des conclusions, bah, vous voyez bien déjà que ça tient pas debout. Vous le voyez quand même. D'accord? Comment tu vas te projeter sur un bout de carton? Je vais le faire tout à l'heure. Je vais faire un tirage sur la semaine. Donc, je vais le faire. Mais au niveau des rouages mentaux, c'est quand même très dangereux. On se retrouve en miroir. D'accord? Donc, au stade du miroir de Lacan, on a 2 ans et demi, quoi. OK? Et on n'a pas de réponse. Parce qu'on ne peut pas en avoir. Bien. Donc, on est perdu dans le poum-poum-pidou. Voilà. Dans le même ordre d'idée, les psychosociaux qui, eux, ne prévoient pas l'avenir, ils ne prévoient pas l'avenir, mais ils font en sorte que l'avenir qu'ils désirent se déroule, ce sont les nudges. C'est la vidéo que je vous ai mis en communauté hier, un prof qui donne un cours à la Sorbonne, hein, vous voyez que voilà, il n'y a rien de mystérieux, tout ça, ça s'étudie, tout ça. Ça s'étudie. Moi, j'ai étudié la façon de construire un questionnaire pour avoir les réponses qu'il faut. Quand McKinsey fait une étude, McKinsey sait la réponse qu'ils veulent. Ils la connaissent auparavant, avant de vous poser la question. Et comme ça, tu es sûr que la réponse, elle colle avec le narratif. Donc nous, nos maîtres, comme ils peuvent pas prévoir l'avenir, même avec des instruments très élaborés, parce que dans l'avenir, tu as toujours ce qu'on appelle un impondérable. Ah oui, le temps appartient à Dieu. Hein. Ah ouais. Donc il y a des trucs que tu peux pas calculer. Il y a la théorie des grands nombres. Il y a des choses absolument. La théorie des grands nombres, c'est les martingales au casino à Las Vegas. Vous voyez, tout ça, c'est mathématique, c'est sociologique. Ça va très très loin. Après, il faut tirer les fils. Voilà. Donc, il y a des psychologues à la même époque. Hein. C'est-à-dire, quand on a commencé à sortir pour le grand public les cartes du tarot, c'est-à-dire on a sorti des bouquins qui n'étaient pas d'accord entre eux d'ailleurs, et c'est normal, puisqu'on n'a pas sur les associations, sur la signification exacte des cartes, on n'a pas le mode d'emploi. Hein. Donc tout le monde y est allé de son bouquin. Moi j'ai lu des bouquins où les mecs, il n'y avait pas un truc où ils étaient d'accord les uns avec les autres. Hein. À part pour te dire que la mort c'est la mort. Hein. Bah ouais, mais ça, bon, on avait compris quand même. Hein. Donc, dans les mêmes années, et c'est ça qui est intéressant de mon point de vue, je vous demande pas de le partager. Hein. Dans les mêmes années, tu as un mec qui a sorti ce qu'on appelle le test de Rorschach. Alors le test de Rorschach, c'est comme une carte de tarot, c'est exactement la même chose. D'accord? Tu prends une carte de tarot et tu te projettes dedans et t'en sors ce que t'en penses, hein, voilà, c'est tout. Ce que ça veut dire pour toi. Et ben le test de Rorschach, c'est des taches d'encre. Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui connaissent le test de Rorschach, des taches d'encre qui étaient utilisées pour connaître la personnalité de celui à qui le test était proposé. Alors le test de Rorschach, ça a été magnifique, tout le monde a cru, enfin, je veux dire, tout le monde, les psychologues, certains psychiatres, etc., ont pensé qu'ils allaient mettre en coupe réglée toutes les maladies mentales à travers, donc, cette projection du mec, ou de la nana d'ailleurs, testée, avec ces fameuses taches d'encre, qui ne veulent rien dire du tout. Pas plus d'ailleurs que dans le tarot de Marseille, quand tu sors, t'as pas d'image, hein. Quand tu sors un 9 de denier ou un 6 d'épée, t'as qu'à voir
C'est pour ça qu'ils ont inventé le Rider-Waite, hein, d'ailleurs. Parce que les mineurs, dans le tarot, personne n'y comprend rien. Hein. Ah bah non. Excusez-moi de vous dire ça, mais soyez honnête avec vous-même. Hein. Donc ils ont sorti les tarots à images. C'est une déformation. Hein. Tout le monde peut faire sa petite image, mais on s'en fout. Hein. Moi, je peux faire une image du 6 de denier complètement différente de celle des autres. Et alors, qu'est-ce qui m'en empêche? C'est le tarot de Marseille? Non, je ne crois pas, moi. Je crois pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé que le 6 de denier, ça devait représenter plutôt ça que ça. Mais je t'emmerde. Je fais ce que je veux avec mon 6 de denier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je veux dire, je suis en train de vous dire que la doxa, c'est un fake. C'est le plus gros fake, voilà. Alors, qui a intérêt à produire des fakes? Bah, cherchez un peu sur les mêmes, hein. Donc, le test de Rorschach, c'est exactement le stade du miroir. C'est exactement une carte de tarot. Un 2 d'épée sur un tarot classique de Marseille et transformé en tache d'encre. Bon, je suis beau d'or que le mec qui l'a construit, le test de Rorschach, il savait exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et problème du test de Rorschach, parce qu'on a un souci avec le test de Rorschach. Au bout d'un moment, parce que une fois que le type, alors, t'as le psy qui notait, voilà, sur la tâche 1, la tâche d'encre. Je vous mettrai l'article de Wikipédia sur le test de Rorschach. Il n'est pas assez étoffé, mais on s'en fout. Ça donne quand même une idée. Il disait, voilà, sur cette tâche d'encre, je vois voler un papillon. T'as l'autre à côté qui disait, je vois une vache dans les champs. Bon, c'est n'importe quoi. Hein. Strictement n'importe quoi, comme avec un 6 de denier dans le tarot de Marseille classique. Donc, et le gars, le psy, alors là, c'était, alors le test de Rorschach, c'est vraiment extraordinaire. Donc le gars se projetait, le mec testé se projette, le stade du miroir, Lacan, patati patata, projection sur le dessin, et donc blablaté. Et le psy ensuite, il était obligé de relire toutes ses notes, parce qu'il notait tout, hein, pendant que le gars se projetait sur sa tâche. Et le psy, par la suite, il était obligé de prendre la tâche et de se projeter, lui, sur ce qu'en avait dit le mec testé. Donc on avait un double miroir. Un double miroir. C'est-à-dire le mec qui se projette sur la tâche et le psy qui se projette sur ce que le mec dit de la tâche. On est peut-être même à 3 miroirs. Bon, inutile de vous dire que passé la frénésie des tests de Rorschach, il y a des psys, des psychiatres, des psychologues, etc., qui ont dit halte là, ça va bien, on s'en sort pas, ça veut rien dire. D'ailleurs, il était admis, quand j'ai fait mes études, moi, que par pays, il y avait à peu près, il y avait moins d'une dizaine de psychiatres et de psychologues. Quand je vous dis psychologue, c'est des PhD, des docteurs en psychologie qui étaient capables de lire un test de Rorschach. Bon, autant vous dire qu'on n'en fait plus passer. Hein. Tout le monde devenait dingo, hein, parce que chaque psy qui se projetait sur les dires du mec testé ou de la nana testée étaient pas d'accord les uns avec les autres parce qu'ils projettent pas. On n'est pas en capacité de projeter tout le monde la même chose sur quoi que ce soit. Parce que quand on se projette, je vous l'ai déjà dit, on se projette avec tout ce que nous sommes nous. C'est-à-dire nos études, notre vie affective, notre enfance, l'âge qu'on a, nos moyens financiers, etc. Donc, nous sommes tous différents, notre sexe, voilà, tout ça, et on va se projeter complètement
mais complètement. On ne peut pas s'épargner, c'est nous. C'est notre identité en entier qui va se projeter. Donc on ne peut pas être d'accord les uns avec les autres. Eh bien écoutez, vous prenez le test de Rorschach et vous prenez les cartes de tarot et c'est exactement la même chose. Exactement. On est toujours dans des miroirs, on est toujours dans de l'inversion. Ben ouais, on est dans de l'inversion parce qu'on est dans le stade du miroir et donc il ne peut pas y avoir de consensus général. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon voyant et qu'un mauvais voyant? Bah écoutez, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est celui ou celle sur lequel vous allez vous projeter le plus facilement. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et pourquoi ça rend dingue? C'est à cause de cette projection. On projette ce qu'on est, mais on projette donc, en projetant ce que nous sommes, on projette son ego. Alors les gens qui ont un ego surdimensionné, ils supportent pas. Ils supportent pas la contradiction. Ils supportent pas qu'on leur dise « mais j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes ». Ça, c'est ta vision des choses. Moi, j'en ai une autre, qui est tout à fait recevable, hein, vu l'histoire du tarot, du test de Rorschach, voilà. Car personne n'a tort, personne n'a raison. Hein. Ah ouais, c'est malheureux hein, de dire ça. Mais ça rend dingue, et ça se voit. Alors, est-ce que ceux qui ont libéralisé, en fait, les cartes de tarot, qui ont fait en sorte qu'elles soient transformées, comme moi, par exemple, j'utilise pas le tarot de Marseille, j'utilise Ciro Marchetti par affinité, d'accord? Ou mon autre tarot que j'aime beaucoup, de la sagesse des anges, parce que les images me plaisent. Bah ouais. Bah du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi ces gens ont fait en sorte qu'il y ait 12 000 images, 12 000 illustrations. À quoi ça sert? À vendre. On est dans un nudge. L'avenir appartient à Dieu. Et là, je rigole pas. Hein, le temps appartient à Dieu, sauf à construire tous les murs, tout le labyrinthe, d'accord, comme nos maîtres, pour nous amener comme une souris, comme des souris, à la réponse qu'ils veulent. Même les calculs quantiques, vous savez, des ordinateurs de banque, hein, qui vont extrêmement vite, c'est un dixième de seconde, hein, pour pas perdre de pognon, hein, bah ouais, hein, parce que derrière, il y a toujours du pognon, hein. Il y a que du pognon, d'ailleurs, hein. Il y a que ça. Il n'y a pas plus de spiritualité que de beurre en branche dans les tirages de cartes sur YouTube. Hein. Il n'y a rien. Hein. Bon, qui a fait en sorte qu'on se perde dans des images farfelues, plus farfelues les unes que les autres, qui, soi-disant, sont la vérité nue qui sortent du puits. N'importe quoi. Hein. N'importe quoi. C'est tout. Je voulais vous parler aussi des bonshommes allumettes. Alors, les bonshommes allumettes, c'est extraordinaire. Hein. Le mec, il a fait un tabac. Hein. Alors, c'est pareil, lui, c'est un psychologue comportementaliste. Plus personne n'y croit au comportementalisme. Hein. Ça marche 5 minutes et puis hop, on revient à ses démons. Hein. Bref, ça, c'était une parenthèse inutile. Donc, le gars, ce qu'il fait, il fait des petits dessins que tout le monde peut faire et il te dit, quand tu as un problème avec telle personne, tu peux le régler en faisant des petits traits
en marquant 2-3 mots, c'est exactement comme les tarots, hein, je vous ferai remarquer, des dessins avec des petits mots, et puis avec des associations, c'est exactement le même principe. Et donc, après tu prends des ciseaux et tu coupes et t'es libéré. Mais oui, absolument. Et pourquoi ça marche? Alors moi je l'ai jamais fait, et puis je le ferai jamais. Je ne veux pas faire ça. Parce que c'est une programmation. Et donc jamais je me laisserai programmer par quoi que ce soit. Je trouve qu'on est assez programmé à payer les factures, ça ira comme ça. Donc c'est une programmation. C'est pas la personne. Tu peux couper avec tes ciseaux. Hein. Tu peux faire exactement ce que te dit le mec. Et ça va marcher. Hein, crois-moi, ça va marcher. Mais pas sur la personne. Ça marche sur toi. Parce que tu t'auto-programmes. Et tu te libères toi-même. Mais vous savez, en psychanalyse, en psychiatrie tout court, hein, quand tu changes, toi tu changes. Et Dieu sait que les gens normaux, qui n'ont pas un ego surdimensionné, qui ont une affectivité équilibrée, dans leur vie, ils changent. Hein. Ils changent d'optique, ils changent de comportement. Et je pense que ça vous est arrivé. Un exemple tout con, hein, les enfants. Un enfant, quand tu as un enfant, il t'élève. Toi, tu l'élèves, d'accord? Mais parce que tout est dialectique dans la vie, il t'élève aussi. Et parfois, notamment à l'adolescence, mais ça peut être après, avant, peu importe, tu rentres en conflit avec tes enfants. Parce que peut-être ils veulent pas faire ce que tu veux, mais j'en sais rien, ils te critiquent tout le temps, bah, tout ce que les parents connaissent. Hein. Eh ben, souvent, malheureusement pas toujours, mais souvent, les parents changent de comportement, d'idées, grâce ou à cause, après c'est à chacun de juger, d'un enfant ou de plusieurs enfants, s'ils en ont plusieurs. Un truc idiot, admettons que tu puisses pas supporter les LGBT. Ça arrive, hein, on va pas se mentir. Ça arrive dans des familles. Hein. Il y a le père, il supporte pas l'idée de rapport homosexuel avec un autre homme. Bon, ça arrive. Et que ton fils, son fils, devienne homosexuel. Soit homosexuel. Bah, on ne devient pas homosexuel. J'oreille. On est homosexuel. On est EST. Homosexuel. Eh ben, quand ça se passe bien, quand le père n'est pas complètement marteau, c'est-à-dire avec un ego surdimensionné, perdu, dans des fantasmes délirants, eh ben, il accepte l'homosexualité de son fils et ensuite il va changer son regard et ses rapports psychosociaux avec l'ensemble de la communauté homosexuelle. Il a changé. Et en changeant, il s'est rapproché de son fils. Alors que s'il était resté sur ses pensées d'avant, sur ses raisonnements antérieurs, il se serait coupé de son fils. Donc nos enfants nous élèvent parce qu'on change à leur contact quand c'est nécessaire. Bien sûr, il faut être poussé dans ces derniers retranchements pour changer, mais bon, grâce à Dieu, ça arrive. Hein. C'est bien de changer. Donc dans les bons hommes, bah oui, c'est bien de changer. Quand la réalité s'oppose à toi, quand même le mieux c'est de changer. Hein, parce que la réalité, elle va pas changer. Ton fils, il va pas devenir hétérosexuel. Hein, donc c'est à toi de changer. Voilà. Et les bons hommes allumettes, c'est ça. C'est pas l'autre qui va changer. C'est toi. Et en changeant, en te soulageant, avec les ciseaux, là, tu sais, quand tu coupes la feuille des bons hommes allumettes,
tu vas être soulagé et ce soulagement va te faire changer. Et comme tu as changé, tu vas avoir d'autres rapports avec la personne avec qui tu penses qu'il faut couper les liens. Bon, à mon avis, mais ça c'est mon avis, t'as pas besoin d'en arriver à symboliser, comme dans les tarots, hein, qui sont un symbole, ni plus ni moins. T'es pas obligé de symboliser cette coupure pour changer, tu vois. Tu peux changer sans ça. Et c'est quoi la différence entre les bonshommes allumettes et je le sais parce que j'ai entendu des vidéos fin d'un œil, hein, parce que ça m'intéresse pas, enfin d'une oreille plutôt, entre mettre un petit morceau de papier dans une boîte et le mettre au congélateur. Il y a quelqu'un qui t'emmerde, donc tu veux plus en entendre parler, donc a priori, hein, ça marcherait, paraît-il, tu mets un petit bout de papier puis tu fous au congélateur. Bon. Je vais te dire, il est plus simple, de mon point de vue, hein, maintenant ça n'engage que moi, il est plus simple de plus du tout t'en occuper de cette personne qui te hérisse le poil, il est plus simple de plus t'en occuper, plutôt que d'aller prendre 3 heures pour faire des petits dessins, ou 2 minutes pour mettre un papier au congélateur, ce qui quelque part te rabaisse, d'accord? Comme si t'étais pas assez grand pour te dire mais putain, mais quel con, tu vois, quel con. Je veux plus entendre parler, hop, je le raye, je l'enlève de mon téléphone, si cette personne m'appelle, bah je réponds pas, qu'il aille bien se faire empapaouter, puis voilà. Tu vois, t'as le choix à chaque fois de rentrer dans des pratiques qui sont ce qu'elles sont, hein, dans le symbolisme, ou de faire ton choix, et puis et voilà, quoi, comme un être humain normal. Parce que c'est magique, hein, les bonshommes allumettes. C'est ce qu'on appelle la magie. C'est quoi la différence entre les bonshommes allumettes, le petit bout de papier dans le congélateur, et les sorts? C'est quoi là? C'est quoi? Vous savez, à un moment, il y avait la mode aussi, des intentions par le sang. Non, mais attends, faut être sévèrement secoué quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais sévèrement secoué. T'as pas besoin de faire ça. Hein. T'as pas besoin de faire ça. Parce que quand tu le fais, c'est toi qui rentres dans la matérialité de l'acte. Et pourquoi t'as besoin de ça, quoi? Si t'as une intention matériellement possible, t'inquiète, c'est comme quand t'achètes une baraque, hein, tu vois. Tu peux toujours faire des sorts et des machins, hein. Si t'as pas le pognon, t'as pas le pognon. Et si t'as le pognon, t'as le pognon. Tu vois, c'est pas en faisant des bonshommes allumettes avec ton banquier, en foutant l'agence immobilière dans le congélateur et en faisant une intention par le sang que la banque te filera du pognon. Bah non, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'est pas la peine. Par contre, quand tu prends ta paye, que t'en mets de côté, que tu fais un budget serré pour pouvoir épargner, avoir un apport personnel, mais oui, tu l'auras ton crédit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu l'auras ton crédit. Donc, tout ça pour vous dire que les disputes sur YouTube, je pense que c'est automatique que ça arrive, parce qu'on est dans des trucs qui sont liés à notre affect, à nos affects. C'était logique que ça arrive. Et que en plus, il y a du pognon. Alors, quand il y a du pognon, c'est fini. Il n'y a plus d'amis. Hein. Ah bah non. Il n'y a plus d'amis du tout quand il y a de l'argent. Hein. Ah non. Non. Un sou est un sou. Hein. Et ça se voit. Hein. Et ça se voit. Ça commence à se voir beaucoup. Hein. Donc, moi,
par rapport à ces projections dont je vous parle, le test de Rorschach, enfin tout ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous dire, quand vous vous sentez bien avec quelqu'un, mais restez-y. Regardez la personne qui vous convient, sur laquelle vous allez projeter des choses positives. Les gens sur lesquels vous projetez des choses négatives ne peuvent que vous faire du mal. Et ça, parce que c'est de l'affect. L'affect passe sur Internet. On le sait depuis le début d'Internet. Regardez les rencontres en ligne. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et dès le Minitel, on l'a su. Hein. Pour ceux qui ont connu le Minitel ici. Le nombre d'heures où on discutait sur MSN, en s'envoyant des messages, etc. Les vieux ici, ils ont connu. On sait que l'affect passe à travers les lignes électriques. Donc, restez avec les gens qui vous font du bien et n'allez pas vous faire du mal. À quoi ça sert? Pour des bouts de carton illustrés par des gens qu'on n'a jamais rencontrés. On ne sait pas qui c'est. Moi, j'aime beaucoup Cyrano Marchetti, son univers, etc. Je ne le connais pas. Je me projette dans son univers, je l'aime bien. Alors qu'il y a d'autres univers qui me ressortent par les trous de nez. Bah oui. D'ailleurs, toutes les cartomanciennes, mais toutes, hein. Enfin, et cartomanciens, mes collègues sur YouTube, mais ailleurs aussi, hein, ceux qui travaillent en cabinet, etc., ont leur oracle et leur tarot préféré. C'est-à-dire là où ils peuvent se projeter. Et moi, je peux pas me projeter sur tout, sur n'importe quel jeu ou sur... ouais, c'est ça, oracle et tarot confondus. Hein. Et regardez jusqu'où ça va. Maintenant, on a des jeux où il est représenté la politique. Mais enfin, j'en parlerai une autre fois, mais franchement, il est temps de se poser 2-3 questions purement intellectuelles. Hein, et de faire des liens et des amalgames, hein, je vous assure. Qui a eu intérêt à cette mode, parce que c'est une mode, qui disparaîtra? Alors d'accord, il y a un marché, très bien, de 4 milliards d'euros, mais en France, hein, ça doit être 15 milliards sur la planète entière, même plus, peut-être 25-30 milliards. Mais qui a intérêt? Mais celui à qui ça rapporte. Ça ne rapporterait à personne, ça n'existerait pas. Voilà, je vous laisse, je reviens tout à l'heure pour la voyance de la semaine. Mais moi, je continue. On va, tout à l'heure, on va se projeter ensemble. Et peut-être que mon jeu et mes interprétations ne vous conviendront pas. Vous trouverez qu'elles sont lacunaires. Bah, vous laisserez un petit message en me disant « Mais tu vois, Wendy, là, ça veut dire ça. » Mais très bien, mais moi, je suis ravie de ça. Quand vous participez, vous le savez en plus. Parce que les critiques sont constructives. Toujours. C'est comme quand nos enfants nous critiquent ou nous demandent de changer. Une critique est toujours constructive. Par contre, les injures, non. Les injures sont destructrices. C'est complètement différent. Voilà, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Bon, bah écoutez, on va pas se laisser abattre, hein, on va continuer. Mais comme on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire la vie normale. Voilà, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. À tout à l'heure, mes amis. À tout à l'heure.
Bon café.